Bonjour et bienvenue à cette 6e édition de 45 minutes chrono de l'Association du paiement, un événement qui a lieu chaque jeudi pour traiter de l'actualité des paiements. En effet, nous assistons à un changement de paradigme dans les paiements et son usage connaît des transformations et des évolutions dans ce contexte de crise sanitaire. Le paiement s'enrichit de nouveaux usages et le volume des paiements par carte bancaire ne cesse de croître et par ricochet, les habitudes des consommateurs aussi. Je suis Sophia Briouel et aujourd'hui nous allons parler des expériences de paiement innovants et du parcours client simplifié. La question qui se pose aujourd'hui est comment l'authentification déléguée peut accélérer le parcours client 100% frictionless, contactless. Pour cela, j'accueille aujourd'hui notre invité Benoît Winas, Business Développement Exécutif au sein de la société Netcetera. Netcetera qui est un fournisseur de solutions logicielles dans le secteur du paiement, de la banque, de la santé et bien d'autres domaines. Bonjour Benoît. Bonjour Sophia. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je t'entends très bien. Très bien Benoît. La première question rituelle pour cette chronique, c'est comment allez-vous et comment vont vos proches? Écoute, tout va très bien pour moi. Mes proches vont bien aussi. Impatient de pouvoir voyager à nouveau pour venir en France et les voir, étant donné que je suis basé à Berlin en ce moment. Mais la crise semble s'être amenuisée, si je peux dire. Donc j'espère pouvoir rentrer rapidement, normalement début juillet. Je l'espère pour vous. Alors, dites-moi, Benoît, comment Netcetera a vécu le Covid en termes d'organisation et de business? Alors, Netcetera, globalement, on peut dire qu'on l'a plutôt bien vécu. Des situations de crise, donc c'est dur de dire bien vécu, mais on a la chance d'être une société très tech et qui travaille à distance et qui avait déjà implémenté le télétravail depuis un certain nombre d'années pour ses collaborateurs. On est plus de 600 aujourd'hui. Donc, à l'arrivée du Covid, notre équipe de crise a pu très rapidement lancer le télétravail de masse. Et on est en fait très content parce qu'on voit que notre taux de productivité est resté très haut. Même on n'a pas vu de changement au niveau de la productivité. Donc, ça va même engendrer certains changements au niveau de notre fonctionnement chez Netcetera. Et on devrait même regarder plus loin pour le recrutement de nos talents. Pas forcément là où on va avoir des bureaux, mais peut-être élargir là où on trouvera les talents, étant donné qu'on constate que le télétravail fonctionne très bien. Et d'un point de vue business, étonnamment, on a signé certains de nos plus gros contrats internationaux pendant cette période, étant donné qu'on est positionné sur des sujets réglementaires qui, même si les dates fatidiques sont repoussées, restent un point clé pour l'ensemble de nos clients. Donc, on n'a pas ressenti trop de ralentissement sur la période du Covid, peut-être un peu plus dans les prochains mois, mais jusqu'à aujourd'hui, on se porte plutôt bien. Donc, une belle organisation en télétravail, vous êtes plutôt aguerri et puis un business donc, qui continue à croître pour Netcetera. Tout à fait. Alors, dites-moi, Benoît, Netcetera propose aujourd'hui une solution de paiement mobile sans contact. Pensez-vous que l'engouement du paiement carte sans contact va booster l'adoption du paiement mobile en France? On l'espère. On l'espère. Ce qui est sûr, c'est que le relevé du plafond récent du paiement sans contact a définitivement boosté son usage au niveau des cartes. Donc, on espère que ça va également booster l'usage du paiement mobile sans contact. Toutefois, avec certaines réserves, il faut voir comment ça va se passer dans les prochains mois. Et je pense qu'il y a une attente forte de la part des clients français d'avoir la meilleure expérience utilisateur pour pouvoir se lancer complètement dans le paiement mobile. Donc, on a la chance de voir encore une fois, chance dans une période de crise d'avoir une vague d'adoption du paiement sans contact, et on espère qu'en effet en France ça va avoir un certain impact positif. Rappelez-nous, Netcetera est présent en Europe. Est-ce que vous pourriez nous donner donc, les pays dans lesquels Netcetera propose ces solutions? Tout à fait. Alors, Netcetera, on est une société suisse, donc on a été créé en Suisse, notre siège est à Zurich, et on est principalement aujourd'hui présent sur la région Allemagne, Suisse, Autriche, où on travaille avec plus de 80% des issuers, principalement sur notre produit 3D Secure ACS, mais également on a
plus de 220 banques qui utilisent aujourd'hui notre solution de wallet dans cette région. Donc on est Ouais. très Oui. fort sur cette région. Alors justement, vous me parlez là à l'instant de wallet. Votre offre de paiement mobile permet d'enrôler la carte via un wallet pour faire du paiement mobile. Mhm, Donc, je suppose que vous êtes token requestor, Visa, Mastercard. tout à fait. Avez-vous envisagé d'étendre votre offre à carte bancaire? Oui, oui, c'est évident. Donc, alors, en effet, on est token requestor Visa et Mastercard depuis un certain nombre d'années maintenant. Ça fait 1 an et demi qu'on accélère et qu'on souhaite pénétrer le marché français. Comme je disais précédemment, on est très présent sur une région et depuis maintenant 2 ans, on a mis en place un plan de croissance internationale. Et donc la France est devenue même est devenue la priorité numéro un en Europe, d'où l'ouverture d'ailleurs d'un bureau à Paris, donc d'un bureau en France en tout cas qui est en cours. Et bien sûr, si on souhaite rentrer sur le marché français, s'intégrer avec CB est un incontournable. Donc on est aujourd'hui token requestor pour Mastercard et Visa en étant relié à leur token service provider MDES et VTS. Et on regarde de très près également l'intégration des cartes bancaires, aussi bien techniquement parlant que côté business. Donc on avance sur ces sujets-là. Bien sûr, l'obtention d'un premier client pour l'usage des tokens CB accélérera très fortement cette adoption. Merci Benoît pour cette précision. Alors, vous parliez à l'instant un peu de sécurité. Comment assurez-vous la sécurisation de vos solutions de commerce de proximité avec Mhm. cette offre de paiement mobile? Alors, de façon générale, hein, l'offre de paiement mobile assure un niveau de sécurité fort via 3 aspects. Le premier, c'est que la carte qui est utilisée dans le paiement mobile, comme vous l'avez bien dit, c'est un wallet, donc c'est une carte qui est tokenisée. Ce n'est pas le vrai numéro de panne qui est enregistré sur le téléphone et donc pas le vrai numéro de carte. Premier point. Le deuxième est que lors d'un paiement supérieur à donc 50 euros, étant donné le relèvement du plafond, on va forcément utiliser une authentification forte, une authentification biométrique qui va être soit via le fingerprint ou via le Face ID pour une meilleure expérience utilisateur. Et enfin, le dernier point, c'est que sur le mobile, l'avantage, c'est qu'on peut désactiver le NFC. Donc aujourd'hui, on utilise énormément en France la carte sans contact. Et l'avantage parallèle du mobile, c'est que le NFC n'est pas toujours activé. Donc ça fait aujourd'hui une troisième sécurité au niveau du paiement mobile. Et plus particulièrement maintenant, donc là je parlais globalement sur le paiement mobile, mais plus particulièrement côté Netcetera. Pourquoi est-ce qu'on travaille dans le paiement aujourd'hui chez Netcetera? C'est pour augmenter la sécurisation des paiements et la sécurité des transactions pour les utilisateurs. C'est un motto chez Netcetera de développer et de s'engager dans des projets avec un impact positif pour les utilisateurs et pour la communauté. Et donc, la raison pour laquelle on est dans le paiement, c'est cet aspect sécuritaire. C'est comme ça qu'on a développé notre plateforme de tokenisation, notre plateforme en tant que token requestor, mais également la partie qui va être intégrée dans les mobiles, qui c'est-à-dire le SDK HCE, qui va permettre de faire l'appel des clés et la tokenisation dans le mobile. Et donc ce produit en lui-même, on l'a développé de façon à ce qu'il n'y ait pas de backdoor et on est allé vraiment plus loin encore que ce qui était demandé pour les certifications sécuritaires et on a pensé un cran au-dessus dans le développement de nos produits. Tout ça sans impacter l'expérience utilisateur qui, on le voit bien, aussi bien sur les marchés sur lesquels on est déjà présent que sur les marchés sur lesquels on veut croître et doit être au centre du paiement. C'est l'expérience utilisateur qui doit être au centre du paiement. Très bien, donc effectivement, des certifications et puis, un standard, de manière sécurisée. D'un point de vue, là, on a parlé vraiment de la partie, commerce de proximité. Mhm. Sur l'aspect, on va revenir un petit peu sur le côté e-commerce. D'un point de vue e-commerce, quelles sont vos solutions? 1re question, il va y en avoir, 3 d'affilée. Sont-elles compliance DSP2 et RTS notamment? Et à qui s'adressent-elles ces solutions de e-commerce particulièrement?
Alors, côté e-commerce, on va pouvoir différencier nos solutions en deux groupes, si je puis dire. Le premier groupe qui va être lié à ce que je présentais précédemment, la partie tokenisation. Les schémas, donc Mastercard, Visa et également CB lancent la partie tokenisation pour les marchands. À savoir que aujourd'hui, on est capable, et les PSP sont capables de proposer une tokenisation pour leurs différents marchands, mais la tokenisation des schémas est une nouvelle offre qui est fortement poussée et va faire que ces tokens seront plus sécurisés et plus facilement acceptés dans le cadre du paiement. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, qui est un axe majeur pour nous, c'est la partie 3D Secure. Et donc, on est fournisseur de technologie et on a développé l'ensemble des composants qui permettent de faire une transaction 3D Secure aujourd'hui en ligne. Donc, on va être capable d'adresser aussi bien les marchands, les acquéreurs, les PSP et les émetteurs, sachant qu'on est dans un marché qui se mélange et où chacun peut avoir plusieurs casquettes, à travers trois produits principaux, qui va être notre SDK certifié 3D Secure, notre 3DS Server anciennement appelé MPI dans la version 1.0 de MV et donc 3DS Server dans la version 2.0 et les suivantes, et notre ACS, Access Control Server pour la partie émetteur. Donc tous ces produits sont certifiés EMV 2.2, c'est la dernière release de MV, et on est assez fiers de dire qu'on a été les premiers en Europe à certifier notre 3DS Server en 2.0, on a été également les premiers à certifier notre ACS en 2.1, et on souhaite continuer à être dans les premiers à certifier nos produits selon les normes et les spécifications MVCO et les spécifications des schémas qui vont bien derrière. Alors, je crois avoir compris à l'instant que ceux qui peuvent s'intégrer à votre plateforme sont les PSP, entre autres, et les marchands. Tout à fait. Alors, on va plutôt avoir une tendance à s'adresser directement au PSP parce qu'on est vraiment fournisseur de technologie. Et donc, sur la branche du paiement, on va avoir en effet la partie authentification où nous, on va avoir l'ensemble des briques technologiques, mais il reste la partie autorisation derrière, qui est le métier des PSP. Et donc, la plupart des marchands souhaitent avoir une offre qui va être plus packagée et embarquer l'ensemble de la chaîne des paiements. C'est pour ça que nous-mêmes, ne faisant pas l'autorisation, on s'adresse plutôt au PSP. Par contre, on voit quand même un certain shift pour certains marchands qui souhaiteraient internaliser ce type de compétences et qui parfois vont aller chercher les différentes briques séparées auprès de différents acteurs. Donc, on a aussi certains marchands, grands marchands, qui peuvent nous approcher, même si c'est pas encore la tendance ou une norme aujourd'hui. Mais on attend peut-être un certain shift de ce côté-là, justement avec la combinaison de nos offres 3DS Server et de nos offres de tokenisation. Très bien. Alors, je rebondis un peu sur cette notion de tokenisation schéma. Ma question est: quel est l'intérêt du passage vers la tokenisation schéma pour le marchand, d'une part, et puis pour le consommateur, d'autre part? Alors, les intérêts du marchand et du consommateur sont en toute logique assez liés. Donc, l'intérêt numéro un de cette tokenisation du schéma, c'est la gestion du cycle de vie du token. Aujourd'hui, quand vous rentrez une carte sur un site marchand et qu'elle est tokenisée par un PSP, demain, si la carte est bloquée ou la carte expire, le PSP ne sera pas informé. Et donc, du coup, la carte risque d'être bloquée lors d'un prochain achat. L'intérêt de cette tokenisation schéma, c'est qu'étant donné qu'elle passe par les serveurs de Mastercard, de Visa et de CB éventuellement, il va y avoir une détection automatique donc de la date d'expiration, du blocage, parce qu'il y a un lien qui est fait directement avec les émetteurs, et donc un renouvellement du token sans avoir besoin que le client en lui-même ait besoin de le renouveler sur le site marchand. Ça, c'est un premier point extrêmement important. Le deuxième point, qui va être très lié à la DSP2 et à tout ce qui va être justement frictionless lors du paiement en ligne, parce que donc l'arrivée de la DSP2, DRTS, fait arriver l'authentification de facteurs avec un certain nombre d'exemptions. Et donc, une des exemptions va être l'analyse de risque, et le fait qu'une transaction soit faite via un token schéma va grandement améliorer le score lors du calcul de risque, et donc va augmenter la probabilité de faire un paiement 3D Secure en frictionless, donc sans demander l'authentification forte.
Deuxième point. Le troisième va ensuite être la certification PCI DSS, donc à savoir que pour faire la tokenisation, on a besoin d'avoir le PAN, donc en card on file. Et donc c'est le cas aujourd'hui pour les PSP qui proposent leur propre solution de tokenisation. En passant par la tokenisation schéma, demain il n'est plus nécessaire d'avoir ce card on file. Donc il n'est plus nécessaire de faire une certification PCI DSS. Ce qui veut dire que l'ensemble des PSP peuvent compléter leur offre avec cette tokenisation schéma en se reliant à une plateforme comme celle de NetCetera. Et enfin, le dernier point qui peut paraître anecdotique, mais qui est très important quand on regarde à l'expérience utilisateur, c'est que lors de la tokenisation de la carte, par exemple, sur un mobile, on va pouvoir conserver le card art de la carte. Donc ça peut paraître anecdotique, mais l'utilisateur, quand il va tokeniser différentes cartes dans son wallet, va être capable de sélectionner celle qu'il souhaite en fonction du card art et donc va reconnaître les cartes qu'il va avoir dans son portefeuille aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, l'intérêt, c'est effectivement le renouvellement du token, l'amélioration du taux de validation en frictionless sans challenge, et puis cette notion du fait de ne plus avoir besoin de certification PCI, sans compter que côté expérience utilisateur, il y a cette conservation du card art. Tout à fait. Merci Benoît. Alors, toujours côté marchand, comment répondre aux craintes de ces e-marchands, liées notamment, on l'a beaucoup entendu, à l'abandon du panier par l'authentification forte? Comment vous répondez aujourd'hui à vos e-marchands? L'authentification forte est un fait. En effet, c'est une crainte pour les marchands d'implémenter cette authentification forte. Quoique sur un marché comme la France, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est habitué à l'authentification forte depuis un certain nombre d'années. Le réflexe authentification sur son application bancaire ou via un SMS pour pouvoir payer en ligne n'est pas arrivé avec la DSP2 en France. Mais toutefois, pour rassurer l'ensemble des marchands, un certain nombre d'exemptions ont été mises en place. Je pense qu'on le répète déjà depuis un certain nombre de mois. Et donc, le choix d'un partenaire qui est capable de proposer ces exemptions aujourd'hui et de limiter le nombre d'authentifications fortes est quand même extrêmement important pour les PSP. Et donc, en termes d'exemption, vous allez avoir donc l'analyse de risque, bien sûr. Vous allez avoir les paiements récurrents, vous allez avoir les paiements low value, et vous allez également avoir ce qui arrive depuis la version 2.2 de MV, ce qu'on va appeler la délégation d'authentification. La délégation d'authentification, c'est quoi? C'est permettre aux marchands d'identifier et d'authentifier le consommateur directement dans son application lors d'un paiement e-commerce mobile. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites un paiement, vous rentrez votre numéro de carte, qu'il soit tokenisé ou non, vous lancez le paiement et donc vous allez avoir une redirection 3D Secure. Si jamais le frictionless n'est pas enclenché, vous allez avoir une redirection 3D Secure qui va être faite directement sur l'application mobile de la banque, par exemple. Et l'idée de l'authentification et de la délégation d'authentification, c'est que demain, un marchand va être capable d'intégrer sa propre solution d'authentification dans son application, et donc l'utilisateur n'aura plus besoin de se rebasculer vers une seconde application pour pouvoir s'authentifier. Donc, on pourra faire l'authentification directement dans l'application du marchand. Cette authentification déléguée sera ensuite renvoyée en tout cas, le statut de l'authentification déléguée sera renvoyé auprès de l'issuer pour pouvoir partir directement en autorisation. Ce système d'authentification déléguée, les émetteurs doivent toutefois l'approuver en souscrivant, si on peut dire, en faisant partie des programmes des différents schémas. Et donc qui vont devoir faire partie, donc aussi bien chez CB, Mastercard et Visa, du programme qu'on va appeler, où les schémas vont se positionner comme des brokers pour pouvoir dire nous acceptons l'authentification déléguée comme un moyen d'authentification forte. Pourquoi passer par ce type de programme avec les différents schémas? Parce que sinon, ça amènerait des contrats spécifiques entre chaque marchand et émetteur. Et donc, à partir de là, vous vous retrouvez avec un émetteur qui va devoir repasser donc d'abord toute la phase contractuelle, puis la phase d'intégration, puis la phase de test avec chacun des émetteurs et vice-versa. Et donc, un process de longue durée. Et ce que vont faire les schémas, c'est ils vont
proposer aux marchands de faire du opt-in donc d'embarquer ce point d'authentification délégué et de proposer une solution d'authentification qui aujourd'hui peut être une solution certifiée FIDO. Donc les schémas ont intégré FIDO Alliance et acceptent FIDO comme un moyen d'authentification déléguée. Et les émetteurs vont devoir aussi rentrer et contractualiser avec les différents schémas pour pouvoir ensuite faire partie de cette liste qui accepte l'authentification déléguée. Oui, donc si je comprends bien, on pourrait même dire qu'avec le Covid, les consommateurs sont déjà sensibles au parcours simplifié. Et là, avec l'émergence des solutions et de la sécurité que vous avez par le 3DS, le marchand peut permettre un parcours 100% frictionless et contactless par cette authentification déléguée. Tout à fait. Tout à fait. Donc alors il faut garder en tête que l'authentification déléguée initialement est vraiment a été créée pour l'authentification e-commerce, pas forcément l'authentification marchand. Maintenant, ce qu'on voit chez Etc., c'est qu'on y voit une nouvelle application et on y voit une utilisation qui pourrait permettre d'apporter cette croisée des chemins entre l'expérience utilisateur en magasin et l'expérience utilisateur e-commerce, et qui pourrait permettre une dématérialisation complète et un parcours complètement frictionless et contactless en magasin. D'accord, donc un nouvel usage avec l'authentification déléguée qui est à la base prévue pour fluidifier le parcours client côté mobile, qui va permettre finalement d'avoir un parcours client 100% frictionless et contactless en magasin. Tout à fait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est ce qu'on analyse chez Etc. en tout cas. Eh bien, ce que je vous propose, Benoît, c'est qu'on va passer votre démo en vidéo. Juste un petit instant, le temps que je récupère la vidéo. Et je vais vous demander si vous pourriez nous commenter cette démonstration de cette authentification déléguée, donc prévue à la base pour l'e-commerce, mais qui est applicable et qui fait converger l'e-commerce et le commerce de proximité. Alors, je vais partager mon écran. On l'espère. Voilà, je récupère la vidéo. Et je la lance tout de suite en vous partageant l'écran. C'est parti. Alors la vidéo va se passer en deux phases. D'abord une première phase de tokenisation d'une nouvelle carte et enfin une phase de paiement avec simulation d'une paiement éventuellement en magasin. Ici, tokenisation de la carte via notre application etc., notre application de démo, avec l'entrée du CVM, et attention, ça va être rapide, l'authentification via le Face ID. Donc, voilà, authentification via le Face ID. Donc l'application, donc là il y a eu un switch entre l'application de la banque et l'application du marchand. Et donc retour sur l'application du marchand, carte tokenisée. Voilà, donc ma carte est rentrée sur l'application, donc le wallet de mon marchand. Ensuite, en magasin, je vais prendre un produit directement à l'intérieur du magasin que je vais pouvoir scanner. Scan du produit, ajout dans le wallet, ensuite ajout au panier, ouverture du panier. Ensuite, on va cliquer directement sur le checkout, choisir sa carte, donc avec les différents cartes art comme j'expliquais. Face ID directement, authentification dans l'application du marchand, pas de passage par l'application bancaire, paiement effectué, et on pourrait imaginer donc une sortie du magasin. Très bien. Et là, je vois que, bon, bien que ce soit une démo, on arrive à 1 minute. Alors, quel est le timing réel si on devait imaginer qu'on est en magasin et qu'on doit scanner et enrôler tout ça Alors, je ne partirai pas sur 1 minute. Je ne pourrais pas vous dire le timing réel aujourd'hui. Comme je disais, c'est une application qu'on voit dans le futur du futur de l'authentification déléguée. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement le temps. Ce qu'on souhaiterait, bien sûr, c'est toute l'idée de l'authentification déléguée, c'est une expérience utilisateur améliorée. Donc, on souhaiterait pouvoir atteindre un niveau de réponse qui soit très fort. C'est sur quoi on va travailler. Très bien, écoutez, pour moi c'est très clair. Merci d'avoir répondu à mes questions. Place maintenant aux questions de nos participants. Pour le moment, j'en ai 2. Je commence par la première, une question de Philippe Coiffard. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer. Bonjour Philippe. Alors, on parle d'analyse comportementale du client. Pourquoi insister avec la carte qui n'est pas friendly avec ce besoin? Pourquoi ne pas proposer un instant payment
qui répond à 100%? Bonne question. Ma première réponse serait que l'instant payment aujourd'hui n'est pas une norme en France. 80% des paiements se font via la carte et donc l'utilisateur reste un utilisateur très carte aujourd'hui. L'instant payment en application directement en effet sur ce sujet wallet mais même sur cette démo pourrait en effet être une réponse qui n'est pas du tout n'est pas exclue. Donc c'est pas là-dessus qu'on a orienté cette présentation. Nous-mêmes, on est très orienté aujourd'hui dans notre business sur les sujets cartes. Mais en effet, l'instant payment pourrait être une réponse. Mais j'aurais tendance à dire que il faut attendre de voir l'adoption de l'instant payment par les Français pour le paiement en magasin, et même sur le paiement en ligne, les Français utilisent majoritairement la carte, très peu les différents wallets ou très peu les différentes solutions qui ont pu être mises en place par Visa ou Mastercard, par exemple comme Visa Checkout ou Masterpass. Donc c'est pas techniquement faisable, tout à fait. À voir ce que le marché en dira. Merci pour cette réponse, Benoît. Deuxième question de Sébastien Loiseau. Bonjour Sébastien. Visa est en train de revoir son programme de délégation suite aux remarques des issuers qui sont contraints par la réglementation à une obligation d'audit des solutions d'authentification déléguées aux marchands. La question des contrats bilatéraux entre les marchands et les issuers est au cœur de ce sujet. Alors en effet, je ne suis pas étonné par la remarque de Sébastien. C'est un sujet qui est nouveau, pas encore déployé et qui va certainement faire du bruit. La première fois que nous, on a présenté l'authentification déléguée, c'était à Berlin, au Merchant Payment Ecosystem. Et en effet, un des points et un des retours qu'on a eu, c'est que les issuers estimaient que les marchands n'avaient pas assez d'informations pour pouvoir, auprès de la part des utilisateurs pour pouvoir, et les KYC n'étaient pas assez bons pour pouvoir faire de l'authentification déléguée. Les marchands expliquaient bien sûr le contraire, et que s'ils voulaient conserver un taux de conversion assez fort, dans ce cas-là, l'authentification déléguée serait extrêmement importante. Donc il y a encore des discussions aujourd'hui. Je ne suis pas dans les discussions avec Visa, mais en effet, je ne suis pas étonné qu'il y en ait. Très bien. Alors, une autre question anonyme. Les banques émettrices françaises sont-elles favorables à déléguer leur authentification à des wallets tiers? Ne risquent-elles pas de perdre leur contrôle sur la lutte contre la fraude? Il va falloir en effet qu'elle le valide. Comme je disais, sur l'authentification déléguée, il y a un système d'opt-in, donc les banques peuvent décider ou non de participer à l'authentification déléguée. Si jamais elles ne le souhaitent pas, elles peuvent totalement se retirer, elles peuvent même se retirer pour un certain nombre de bin range, donc elles ne sont pas obligées de se retirer pour l'ensemble de leurs cartes. Donc là, ça va être une décision stratégique de la part des banques. Ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment. En effet, on a vu des banques qui disent que les marchands vont pas avoir assez d'informations et donc qu'elles ne pousseront pas dans ce sens. Là, ça va être en effet une discussion générale entre les banques et les marchands, sachant que à partir du moment où les banques adhèrent à l'authentification déléguée, elles ont la responsabilité et la liability est de leur côté à partir du moment où elles incluent le programme d'un des brokers. Donc, il peut y avoir en effet une peur de la part des banques de déléguer cette authentification. Là, encore une fois, seul le futur nous le dira. J'aimerais justement en parler avec les banques et voir quel est leur point de vue au niveau des banques françaises actuellement là-dessus. Merci Benoît. Une autre question de Denis Le Sieur, que je salue. Dans la démo, les cartes enrôlées étaient, semble-t-il, monoskim. Est-il possible d'enrôler des cartes co-badgées, comme les cartes dont on dispose en France? Si oui, comment et quand se passe le choix de la marque en e-commerce? Alors, il faut
En fait, dans la démo, hein, c'est ça qui est trompeur et ce qui est intéressant de voir que c'est un vrai mix entre le e-commerce et le in-shop. Au final, c'est une transaction e-commerce qui est effectuée dans un magasin. Donc ça reste une transaction e-commerce, ce qui fait que l'utilisateur, au moment d'enrôler sa carte et au moment de la tokeniser, va faire sa sélection du schéma. Donc au moment de la page de paiement, il va y avoir une sélection sur paiement CB ou paiement Mastercard. Au même titre qu'aujourd'hui, donc le co-badging dans le scan d'une carte, on peut imaginer que la sélection se fasse après le scanning de la carte, donc CB ou Mastercard. Et ensuite, cette carte sera tokenisée. Et à partir du moment où le token est fait, sera fait soit par CB, soit par Mastercard, du coup, ce sera ce schéma-là qui sera utilisé dans les paiements suivants. Merci Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai pas d'autres là dans l'immédiat. S'il y en a d'autres, on peut encore attendre une dernière question. Ben, je pense que les choses ont été relativement claires. Donc, nous arrivons en fin des 45 minutes chrono, un peu en avance. Est-ce que vous avez, Benoît, d'autres choses ou compléments à ce que vous venez de nous dire? Non, je pense qu'on a pu faire un tour global. Donc, j'aimerais rappeler quand même que et c'était tout le sujet de cette intervention. On est sur un sujet prospectif. Donc, un certain nombre d'experts ici ont pu faire remarquer qu'il y avait il y a encore des points à éclaircir et une attente et une vérification du marché. On en est conscient. Mais l'idée, c'était de mettre en avant ce positionnement aujourd'hui, cette réflexion de etc. Et donc, comme je le disais précédemment, je suis moi-même en charge aujourd'hui des activités françaises. Donc, si des gens autour de la table souhaitent parler plus en profondeur de ce sujet et échanger en effet sur leur positionnement, aussi bien si ce sont des marchands, des émetteurs ou des experts ou des consultants, et échanger à ce sujet, j'en serais plus que ravi. Eh bien, merci Benoît pour ce mot de la fin. Donc, nous arrivons en fin des 45 minutes chrono. Donc, ce sujet autour justement de la convergence entre le commerce et l'e-commerce au travers du paiement mobile que vous avez bien voulu, en tout cas Benoît, merci, nous partager aujourd'hui. Un grand merci aussi à nos nombreux participants et ceux qui suivent ce rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi. Je vous retrouve jeudi prochain dans la continuité de ce sujet lié à l'authentification, puisque je reçois Monsieur Julien Lasalle, secrétaire de l'Observatoire national des paiements scripturaux, pour parler justement notamment de la migration vers l'authentification forte et de la trajectoire à venir. Donc on se retrouvera probablement jeudi prochain. Encore merci Benoît à vous. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.